Tout est politique, bienvenue à tous sur i24 News. La République sait-elle prendre soin de ses enfants? La question se pose avec la découverte de l'identité des deux bourreaux français, l'un normand, l'autre d'origine portugaise, qui ont participé à l'exécution et à la décapitation des soldats syriens et à l'otage américain. Mickaël Darmon, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez nous dire là-dessus par rapport à l'intervention justement du ministre de l'Intérieur? Le djihad, danger numéro 1 maintenant donc, pour le gouvernement français. Christian Mallard, le plus gros serpent de mer diplomatique après un an de dialogue qui s'est voulu intensif. Les négociations entre l'Iran et les grandes puissances entrent dans la dernière phase cette semaine. Comment ça va se passer? Ça passe ou ça casse ou alors on joue la prolongation pour tenter de sauver la face. Mais il y en a marre. Tout est politique, décryptage de ces bourreaux français de l'État islamique. Il y a donc un deuxième Français parmi les bourreaux de l'État islamique. Il apparaît sur la vidéo de l'assassinat de l'otage américain Peter Kassig ainsi que des 18 soldats syriens. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, appelle les jeunes Français à ouvrir les yeux sur la barbarie de l'État islamique. On le regarde. La vidéo diffusée a été analysée par nos services de renseignement. Cette analyse tente à établir, avec une très forte probabilité, qu'un ressortissant français a pu participer directement à la commission de ces crimes abjects. Les investigations se poursuivent, mais une forte présomption existe qu'il pourrait s'agir de Maxime Auchard, né en 1992, originaire d'une localité du département de l'Eure, est parti en Syrie en août 2013, après un séjour en Mauritanie effectué en 2012. Mickaël, quand on entend Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, parler donc de ce Français, il y en a eu un autre, là, d'originaire du Val-de-Marne. Oui, de Champigny. De Champigny. La République a-t-elle échoué? On voit dans cet appel, qui sera multiplié dans les jours qui suivent également de la part de Bernard Cazeneuve, effectivement en creux l'aveu d'un échec. D'abord d'un échec vis-à-vis de cette éducation républicaine qui a du mal à fixer ces jeunes, qui a eu du mal à fixer, à envoyer effectivement un projet cohérent pour faire en sorte que les gens, et d'insertion, et de cohérence, et d'éducation, et qui fait qu'au fond, face à cette, maintenant ce qui est considéré comme le fléau numéro 1 pour le gouvernement français. Il faut bien avoir cela à l'esprit. C'est le fléau en ce moment. Oui, parce que regardez, il y a eu cette... là, on montre cet extrait quand Bernard Cazeneuve admet, avec toutes les circonvolutions également politiques, administratives, de la forte présomption de l'enquête qui continue... Il a amené que ça ne va pas du tout. C'est surtout qu'il y a un échec de ce point de vue-là, parce qu'il y a effectivement un Français parmi les bourreaux exécuteurs. On a découvert donc un deuxième oui. Et aussi également ce qui va frapper les esprits sur Internet, puisque les médias se refusent donc à les diffuser, la vidéo de 3 jeunes Français au djihad, qui brûlent leur passeport, qui brûlent leur permis de conduire et qui appellent les Français non seulement à faire à venir au djihad, ou alors à combattre les infidèles sur le territoire français, renverser dans les voitures, leur cracher dessus, les frapper partout. Donc des Français qui détestent, qui haïssent la France et qui veulent faire la guerre. Il y a un appel à la guerre de la part de cette minorité de jeunes, mais qui en même temps, effectivement, cristallise ce terrorisme en accès libre, ce terrorisme en enseigne unipersonnelle qui aujourd'hui constitue le fléau pour les autorités et pour les services de renseignement français. Est-ce que ça ne pose pas la double question, un double problème, le problème de l'éducation de ces jeunes, souvent dans les banlieues ou dans les régions quand même défavorisées, et puis en même temps, on repose l'éternel problème, peut-on contrôler les réseaux sociaux? Peut-on contrôler le web? Non, on ne pourra pas contrôler le web. Parce que tous ces jeunes sont endoctrinés par le web, si on ne peut pas contrôler le web comme on ne peut pas contrôler l'oxygène. C'est la liberté de circulation. Il vient de le dire, Mickaël, c'est le terrorisme en libre accès. Oui, mais c'est ça. Mais le problème, c'est pas parce qu'on va travailler au fond sur le thermomètre qu'on va réussir à casser la fièvre. Le problème, il est de travailler sur, je dirais, sans jeu de mots, le terreau. C'est-à-dire qu'effectivement, que se passe-t-il dans cette société française qui fait que des jeunes se trouvent sans espoir et tout d'un coup considèrent que aller
sur la terre promise du califat, parce que c'est ça là, aussi de ce qu'il y a derrière le djihad. C'est le rejet de l'Occident. Pas simplement aller prendre une mitraillette et aller donc tirer, c'est aussi participer à un projet de reconstitution d'un imaginaire qui s'appelle le califat reconstitué. Ça, c'est le substrat. L'autre sujet qui était très important, c'est que ça vient aussi cristalliser ce qui est la grande inquiétude et qui certainement sera cristallisant et constitutif pour les votes qui se préparent dans les prochaines élections en 2015 et après. C'est ce que Bernard Cazeneuve considère comme étant le fond de violence qui tapisse la société française. Mais c'est le rejet de nos valeurs. Dans tous ses aspects. Et là, je dépasse uniquement le cadre donc, des Français qui partent au djihad. Il y a le constat et l'inquiétude fondamentale d'une violence qui aujourd'hui est un peu le fond de sauce de la société française. Quand on dénonce au ministère de l'Intérieur, on nous en parle, au fond on pointe également les incivilités, la manière donc d'être apostrophé sur les réseaux sociaux, les actes antisémites, les actes islamophobes. L'Angleterre aussi. Certainement, mais peut-être que, n'est-ce pas propre à la France, mais ça n'est pas moins inquiétant. Oui, c'est-à-dire qu'il y a aussi, parce qu'au regard d'un projet politique, il faut quand même se souvenir qu'en 2012, le candidat François Hollande mettait la jeunesse française au cœur de son projet. Aujourd'hui, on a effectivement une difficulté à la fois à apaiser la société et en même temps à retenir. Parce que vous l'avez dit, c'est une infime minorité. C'est une minorité, mais vous disiez tout à l'heure, vous parliez d'insertion. Elle est normative quelque part. Est-ce qu'on n'est pas devant ce double problème, encore une fois de plus, insertion, éducation? On est devant toujours le problème de l'insertion dans le projet républicain et l'éducation. Ça, c'est évidemment. Mais pour en venir à cette histoire et à ces sujets de mobilisation nouvelle, vous avez le djihad. Vous avez une autre solution aussi. Les solutions sont celles de tout État. Contrôler, prévenir, et les fameux centres de désendoctrinement que propose Madame Pécresse, ils sont absolument, pour l'instant, ou inexistants, deux anecdotiques. Les médias commencent maintenant à diffuser aussi des lieux de désendoctrinement pour ceux qui voudraient partir au djihad et qui se sont signalés sur le fameux numéro d'alerte. Mais je terminerai plus généralement, le moment que l'on vit en France est effectivement la prise de conscience d'une violence qui tapisse l'ensemble de la société. Il y a une autre forme de mobilisation nouvelle à laquelle donc, est confronté le pouvoir sans réponse pour l'instant. C'est ce qu'on appelle les zadistes, ceux qui défendent les zones à défendre, barrage de Sivens, Notre-Dame-des-Landes, où là vous avez une radicalité beaucoup plus forte qui s'exprime immédiatement et de façon violente contre la structure étatique. Donc on a c'est moins violent quand même que le... on a eu quand même un jeune mort, Rémi Fraisse est mort aussi dans un affrontement avec les forces de police. Donc au-delà du djihad, il y a effectivement donc, la France qui est confrontée à une vague profonde de violence. La France est malade. Tout est politique. La suite des négociations sur le nucléaire iranien. Après un an de dialogue intensif, la négociation entre l'Iran et les grandes puissances entre dans leur dernière phase à Vienne, en Autriche. Christian, là, jamais depuis 10 ans, les négociations n'ont été aussi proches d'un accord, voire même d'une conclusion positive. Ça y est, on y est? Moi, je voudrais rester très pessimiste. Non, pas pessimiste. Je veux rester très prudent, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de divergences, beaucoup de problèmes à l'horizon. Mais il y a quand même des concessions qui ont été faites, déjà. Lesquelles? Je ne sais pas, les États-Unis qui ont admis la conservation de la centrifugeuse à Arak. Il y a un problème sur les centrifugeuses. Il y en a trop. Production de l'uranium à destination de cette bombe nucléaire. Mais ils l'ont admis. 19 000, il y en a. Et les Américains disent aujourd'hui, avec leurs partenaires occidentaux, il faudrait qu'on rabaisse ça à 1000 à 2000. Les Iraniens en ont 19 000 et ils ne veulent pas céder là-dessus. Donc, premier problème. 2, l'éternel problème aussi pour les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est qu'ils ne peuvent pas faire leur travail. Justement, vous parliez d'Arak à l'instant. C'est la centrale où on produit du plutonium. Et ils ne peuvent pas, ils n'ont pas accès. On les embête. Celle de Fordo, tout est en sous-terre, à 300 mètres sous terre avec les ingénieurs nord-coréens. On n'y a pas accès. Et c'est là que ça se fait, la bombe nucléaire, en grande partie. Donc, comment voulez-vous être optimiste quand on sait que de toute façon, ces gens-là vont trouver tous les moyens? Alors donc, tous les moyens pour fabriquer cette bombe nucléaire. Donc aujourd'hui, on se trouve dans une situation très difficile. Le choix, il est très simple pour l'Iran, c'est dire on réduit de façon sensible notre production de l'uranium. À ce moment-là, on rentre à nouveau dans le cercle des nations dites fréquentables.
On va pouvoir redevenir une grande puissance pétrolière, puisque vous le savez, les sanctions gênent quand même. Oui, le vrai point, c'est de la levée des sanctions La commerciales. levée des sanctions, mais dans le même temps, il y a deux grandes difficultés aussi, à l'intérieur de l'Iran. Il y a M. Rouhani qui n'est pas vraiment une difficulté, c'est un exécutant, le président Hassan Rouhani. Mais on a quand même l'ayatollah Khamenei, il y a toute la bande de radicaux qui sont au cours de lui, les gardiens de la révolution. C'est lui qui a le point final. Et eux, pour l'instant, trouvent qu'il n'y a pas assez de concessions, que les Occidentaux ne lèvent pas les sanctions, et donc il n'a pas envie, de son côté, de faire les moindres concessions. Dans une baisse considérable de la tension. On se parle. La tension a considérablement baissé. Alors au mieux, et je ne suis pas prophète, je ne vais pas faire de pronostics, j'ai le sentiment que, encore une fois, parce qu'il est tellement important de ne pas perdre la face, et pour les uns et pour les autres. On risque de dire, bon, on a avancé sur quelques petits détails, auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure, mais il faut qu'on aille quand même beaucoup plus loin. Donc on va peut-être encore prolonger ces négociations. On a jusqu'au 24 novembre. On a jusqu'au 24 novembre. Il y aura encore d'autres négociations. C'est peut-être que là, on va décider de prolonger la discussion. Et peut-être que là, on verra s'il y a des résultats. Moi, j'y crois pas trop. Mais je ne demande qu'à être démenti par les faits. Parce qu'en effet, il faudrait quand même qu'on arrive à se mettre d'accord. Tout est politique. Les images de la semaine. Alors, Mickaël, votre image de la semaine, c'est une petite vidéo de Nicolas Sarkozy que je vous propose de regarder d'abord maintenant. Parfait, parfait, parfait. S'il vous plaît, le temps est compté. Quand on dit qu'il doit être réécrite de fond en comble, bon, si vous préférez qu'on dise qu'on doit l'abroger pour en faire une autre, en français ça veut dire la même chose, mais ça aboutit au même résultat. Enfin, si ça vous fait plaisir, franchement, ça coûte pas très cher. Mickaël, Nicolas Sarkozy n'a finalement pas résisté aux pressions. On a avec cet extrait, il était donc devant ce qu'on appelle le groupuscule de l'UMP, émanation de la Manif pour tous. Ça s'appelle le sens commun. Sens commun, qui au fond pour lui est devenu un peu un sens unique. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a le basculement de Nicolas Sarkozy dans une nouvelle période, celle où il a tenté de faire une synthèse à la François Hollande, quelque part, et il a réussi et à décevoir ceux qui attendaient quelque chose, et à donc décevoir ses soutiens. Il y a un stress, ça sous-tend le stress autour de Nicolas Sarkozy et une fébrilité de son point de vue, parce qu'il est d'ores et déjà inquiet sur le fait de ne pas faire un triomphe. Il n'y a pas de la démagogie. L'élection. Non, il n'y a pas de démagogie. Mais il ne dit pas aux gens ce qu'ils veulent entendre. Il n'est pas assez partisan. On a bien compris qu'il a tenté, et il a raté sur tous les points de vue. Un, il a déçu ceux qui attendaient quelque chose du point de vue. Les conséquences sont terribles. Pour tous. Deux, il a galvaniser tous ces soutiens qui sont groggy encore de ce qui s'est passé. Que disent ces lieutenants Geoffroy Didier, ils ne sont pas des lieutenants qui sont opérationnels. Non, on a plutôt entendu Nathalie Kosciusko-Morizet qui est venue très clairement dire « je suis en désaccord complet oui, ». Nadine Morano en désaccord complet. Rachida Dati n'est pas d'accord. Il y a eu d'autres personnes qui ont pris leur distance. Résultat, il a ses perdants-perdants. Pourquoi ? Parce que, ça j'en sais rien, mais il y a Juppé qui monte et qui doit l'inquiéter. Ce qui est clair, c'est qu'il a compris qu'il ne sera pas dans un score triomphal pour gagner l'UMP. Et ça, déjà, c'est un problème. Il devait faire le rassemblement, il n'arrive pas à rassembler. Même les siens s'éloignent vis-à-vis de ses prises de position. Mais il a conscience au moment où il fait ça. Il sait qu'il est en train de faire une boulette. Justement, il n'y a pas conscience, parce que de son point de vue, on a aussi, je dirais, un précipité sarkozien. Pour la première fois, il se trouvait devant une salle hostile. L'hostilité, Nicolas Sarkozy n'aime pas. Ça fait quand même bien longtemps qu'il est toujours, on va dire, validé, accepté et porté. Là, il y a effectivement une salle qui lui fait la pression. Et d'un coup, il cède le mot qu'il ne devait pas donner. Au même moment, Alain Juppé, homme de l'année dans les magazines, faisant la une des Inrecuptibles, disant que lui, il est pour l'adoption pour le mariage gay et porté par les sondages, lui fait y compris à gauche. La pression. Et on bascule dans une Sarkozy deuxième période. On a oublié le Sarkozy qui était en 2007, au début de son mandat de président, face aux syndicats de la SNCF, en disant, au moment des retraites spéciales, des régimes spéciaux, la rue ne cédera pas, la rue ne gouvernera pas. C'est pas le cas. Et là, la foule a donné justement donc, le tempo. De ce point de vue-là, effectivement, c'est l'abrogation d'une période. Christian, votre image de la semaine, c'est Abdelaziz Bouteflika, le président algérien, 77 ans, qui a été soigné pendant quelques jours à l'hôpital à Grenoble. Alors, énième hospitalisation de Bouteflika, qui ne gouverne pas. Et pourquoi c'est votre image? Il n'est pas en état. Parce que l'Algérie est quand même un pays important
dans le dispositif méditerranéen, en Afrique du Nord, avec tout ce qui est en train de se passer, tous les défis à relever contre les islamistes au Sahel. Donc il nous faut quand même un État très fort. Et c'est mon confrère algérien, Saïd Jafar, qui dit comment l'Algérie aujourd'hui peut se permettre le luxe de la paralysie des institutions. En effet, elles sont un peu paralysées, il n'y a plus de président, donc on est en pilotage automatique, avec un Premier ministre. Ils ont élu un président paralysé. Oui, mais on est d'accord. Mais derrière, il faut bien voir que il faut bien voir que derrière ça, s'il n'y a pas l'armée avec l'entourage du président et les services secrets algériens, le pays tombe. Donc tout le monde se tient. À quel point l'Algérie est un pays solide. C'est solide parce que le président n'est pas là, mais le pays tient. C'est solide parce qu'il y a tous ces gens-là qui se tiennent et qui fixent les objectifs stratégiques. Heureusement, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, encore une fois, je le répète, on a besoin d'une Algérie forte, même sans Bouteflika. Merci, messieurs. Nous nous retrouvons dans la seconde partie de Tout est politique avec notre invité, le politologue Dominique Régnier, qui va nous parler d'un sondage choc sur les préjugés antisémites dans l'opinion publique française. À tout à l'heure.